Karl ajusta le son du microphone, la faible lumière des étoiles se reflétant dans ses yeux froids, son regard d'acier plongeant dans le vide de l'espace. 9 mois. 9 mois depuis qu'ils ont quitté l'étreinte mondaine et suffocante de Phobos One, le plus vieux astroport du système. Il tapota la console, lançant l'enregistrement. Carl Saligan, journal de l'officier de quart, jour 274. Nous n'avons toujours pas atteint les balises extérieures de la ceinture. Le professeur Vargas? En vrai. Je n'ai absolument aucune confiance en ce genre de gars. Il s'arrêta, un sourire ironique se dessinant sur ses lèvres. Disons simplement que derrière son apparente suffisance, l'homme apprécie un peu trop le silence sur le but de notre présence ici. Son regard dériva, les souvenirs émergeant comme les étoiles lointaines face à lui. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Il était né sur Telluria, anciennement appelée aussi Mars. La planète mère de l'Empire, là où tout avait commencé. Sa famille était à la tête d'une grande corporation et lui, un jeune pilote du consensus. Mais son penchant pour les drogues, l'alcool, les femmes et la bagarre, ainsi que son refus de suivre les ordres, ont fini par faire de lui une forte tête. Un perturbateur indiscipliné mais intouchable, dû à son nom prestigieux. Sa famille, ne pouvant plus assumer ses dérives, est allée jusqu'à essayer de l'éliminer. Il n'a eu d'autre choix que de s'exiler dans la ceinture. Né dans le privilège, descendant de l'influente maison Saligan Corp, Karl était destiné aux étoiles. Mais sa famille, cependant, avait d'autres projets pour lui. Son père, un homme austère, attaché au devoir et à la tradition, voyait l'insouciance de Karl comme une tache sur leur héritage. Dès son plus jeune âge, son terrain de jeu était le ciel. Il apprit à piloter avant même de savoir marcher, poussant de vieux modules à leurs limites, aux grandes dames de ses gouvernantes. L'espace, vaste et indompté, l'appelait avec le chant des sirènes de la liberté. Telluria, avec ses attentes suffocantes, ressemblait à une cage. Cependant, il excella à l'académie, non par diligence, mais par talent brut. Il réussissait les simulations de vol, pliant les machines à sa volonté, les poussant plus loin que quiconque ne l'aurait cru possible. Ses instructeurs, un mélange de crainte et d'appréhension dans les yeux, savaient qu'ils étaient témoins de quelque chose d'extraordinaire. Mais l'éclat de Karl était toujours teinté de noirceur, une pointe de folie téméraire, un mépris des règles qui le rendait à la fois exaltant et terrifiant. C'est cette sauvagerie, cet esprit indomptable, qui a finalement conduit à sa chute. C'était encore un jeune pilote, bien avant les premières insurrections de la 5e incursion. Un peu indiscipliné et bagarreur, mais un bon gars. Un jour, son escadron a été déployé sur la lune de Io pour une expédition punitive contre de soi-disant terroristes de la ceinture qui avaient condamné une mine de sel avant de la faire partir en fumée. Karl devait y faire débarquer un commando de titans. Il devait déloger l'ennemi et éliminer toute résistance. En guise de terroristes, il n'y avait là que des civils, des femmes et des enfants, et aucune arme. Sa patience a finalement cédé. Les titans ont fait un carnage. Karl a bien essayé de les arrêter, mais il ne pouvait rien faire. Alors il est remonté à bord de sa navette et il a lâché toute sa puissance de feu sur le commando. Puis il est rentré seul affronter sa hiérarchie et les siens. Il y a eu un procès. Il a fait de la prison, jetant le déshonneur sur son nom, sur sa famille et sur toute sa corporation. Puis évidemment, il a quitté l'armée. Peu de temps avant la 5e incursion, il voyait une fille de la ceinture, une jeune activiste idéaliste voulant faire sa révolution la fleur au fusil. Évidemment, à cette époque, rien n'échappait aux polices secrètes. Sa famille l'a très vite appris. Ils ont monté une opération pour les faire abattre, tous les deux. Cela devait évidemment paraître accidentel. Une banale collision dans la ceinture en quittant Ganymède dans la précipitation. Les titans les poursuivaient, ils ont fini par avoir la fille, mais Karl a pu s'en sortir de justesse. Il avait tout vu, et il savait qui précisément avait pu donner de tels ordres. C'est de là qu'il tenait sa haine farouche des titans, de sa famille, des corporations du consensus, et de tout ce qu'il représentait. Pour lui, désormais, l'exil. La ceinture. Un aller simple pour les confins de l'espace connu. C'était sa seule option. La ceinture. Cimetière d'astéroïdes et de tant de rêves brisés. Mais ici, Karl voyait les choses différemment. Ici, dans la beauté désolée du vide, il pouvait être libre.
libre des attentes suffocantes, du poids du nom de sa famille. Il n'était que Karl, un pilote extraordinaire, maître de son propre destin. Il se retrouva au milieu de gens rudes et débraillés, des parias et des marginaux attirés par son charisme et ses compétences de pilote. Il transportait des marchandises, récupérait des vaisseaux abandonnés, contournait la loi avec un clin d'œil et un sourire. Il s'épanouissait dans le danger, la montée d'adrénaline des courses-poursuites avec les patrouilleurs, le frisson de l'inconnu. Son nom, murmuré à voix basse dans les spatioports miteux, devint synonyme d'audace et d'insouciance. Puis les premières insurrections ont commencé avec leur lot de répression. Le consensus aux abois, employant Titan comme une véritable armée d'occupation obligeant les colonies à fonder l'alliance et à prendre les armes. Karl fut l'un des tout premiers à s'engager dans la lutte. Il s'est très vite forgé une solide réputation, celle d'un fou furieux prêt à tout pour atteindre sa cible même au prix de la vie de ses compagnons. Karl a toujours été un pilote hors pair, avec un bol pas possible. Mais il avait aussi la réputation d'être aussi chanceux que cinglé, et de ne jamais ramener ses équipages en vie, bien que lui s'en sorte à chaque fois indemne, d'où son surnom, l'oiseau de malheur. Plus personne ne voulait voler avec lui. C'est là qu'il fit la connaissance de Kenta Riga et de son jeune groupe d'assaut composé de sa petite sœur Soa Riga, dit la souris, et du jeune Jock Bendo, qui semblait plus malin qu'il en avait l'air. Assez tout du moins pour rester en vie jusque-là, malgré d'où il venait et ce qu'il avait dû traverser. Ils se sont engagés, comme beaucoup juste après les premières insurrections, dans le conflit de la 5e incursion. Il avait beau être leur officier supérieur, leur pilote et leur expert en communication et détection longue portée, ça a toujours été Kenta qui donnait les ordres. Et Karl, ça ne lui a jamais trop posé de problème. C'est peut-être ça qui leur a permis de rester en vie pendant tout le conflit. Après la guerre, Karl les avait rejoints et leur avait dégoté un vieux cargo mitrailleur qui était tout juste en état de voler. Ils ont passé des mois à retaper cet engin, un cargo abandonné, marqué et endommagé, mais avec une âme qui vibrait au rythme du vide. Il a fallu des mois de travail acharné, de récupération de pièces et de négociations avec des contacts louches, mais ils ont fini par le ramener à la vie. Karl Saligan, le descendant exilé, était de retour. Et cette fois, il n'était plus seul. Rassemblé à bord du Rukia, cet équipage, une bande hétéroclite de marginaux talentueux, chacun ayant ses propres raisons d'abandonner la civilisation, constituerait désormais sa nouvelle famille. Kenta, leur commandant, un géant stoïque au passé enveloppé de mystère. Soa, la souris, leur ingénieure fougueuse, les mains tachées de graisse et une lueur de défi dans les yeux. Et puis il y avait Jock, un gamin ambitieux mais toujours prêt à aider les autres. Il avait compris que seule l'union faisait sa force. Le professeur Borek Vargas, un nom murmuré dans les cercles académiques avec un mélange de révérence et de peur. Un génie dans le domaine de l'astrophysique et l'intelligence artificielle, son travail sur l'étude du voile avait fait des vagues dans la communauté des chercheurs, tout domaine confondu. Surtout qu'en plus d'être un brillant scientifique, il était aussi chancelier du Haut Conseil de l'Ordre du Saint-Exil, qui venait juste de prendre le pouvoir, ainsi que membre du Sénat impérial. Mais ensuite, il aurait soudainement disparu en compagnie de sa fille, le docteur Laura Vargas, exobiologiste et un jeune historien du nom d'Aaron Lucas. Disparu sans laisser de traces, à part quelques murmures d'une percée, une découverte qui menaçait le tissu même de leur réalité. Malgré leur neutralité durant la 5e incursion, l'ordre avait attiré de plus en plus de partisans dans les deux camps, aussi bien des colons en colère mais exténués de devoir lutter pour leur survie, que des dirigeants de grandes corporations se rendant bien compte que les violences ne mèneraient à rien. Dès lors, la cohésion du consensus a été définitivement compromise. Plus rien ne pouvait empêcher sa chute, l'ordre du Saint-Exil étant les seuls à pouvoir reprendre la tête de l'Empire. La question du statut des Titans a longuement été débattue. Leur statut de héros de la 4e incursion ayant sauvé l'humanité des machines ne pouvait être ignoré. La responsabilité de la répression durant la 5e incursion devra être imputée au consensus et à ses dirigeants. Malgré les polémiques, ce n'est que grâce à la diplomatie et la promesse d'une société plus équitable que l'ordre put ramener l'équilibre et qu'il dirige désormais le Sénat impérial. Titan conserva donc son rôle de maintien de l'ordre au service de ce nouveau gouvernement, et le professeur était quasiment le numéro 2 de ce nouveau régime. Alors pourquoi tous ces mystères?
Le professeur n'était plus que l'ombre de lui-même, hanté par quelque chose que même sa fille ne pouvait pas saisir, mais le jeune Aaron pourrait peut-être l'aider à donner un sens à tout cela. Il parlait du voile, non plus comme d'un projet d'études scientifiques, mais comme d'une entité vivante, une force malveillante qui menaçait de les consumer tous. Au début, Laura rejetait cela comme de la folie passagère due au surmenage, les divagations d'un esprit brisé. Mais il y avait une conviction dans la voix de son père, une certitude effrayante dans ses yeux qui la fit réfléchir. Entre-temps, Josh était devenu le capitaine de ce drôle d'équipage. L'incident de Cérès ayant laissé à jamais Kenta mutilé. Josh avait pris temporairement le commandement. Mais lors de la tentative désespérée de sauver leur leader, Jock fit l'acquisition d'un tout nouveau vaisseau, le Nebia, un transporteur de glace de classe 3 dont Kenta faisait désormais intégralement partie, la souris l'ayant intégré au système de navigation du vaisseau. Josh était maintenant le capitaine légitime. Il accepta de transporter le professeur aux confins de la ceinture et du système. Il ne pouvait refuser la proposition du chancelier, voulant disparaître à tout prix. Il embarquerait avec son équipe d'exploration composée de sa fille, du jeune Aaron et de 2 titans N7 et N26, chargés de leur sécurité pendant le vol et durant l'expédition sur le terrain. N7 et l'équipage ignorant encore qu'ils se sont déjà croisés. Ainsi, il y a 9 mois, le Nebia quitta Phobos One, laissant derrière lui l'Empire et la civilisation s'aventurant dans l'étreinte impitoyable du vide. 9 mois de silence tendu, ponctués par les avertissements énigmatiques des capteurs et le bourdonnement omniprésent des moteurs. Carl, se croyant seul, enregistrait son journal de bord lorsqu'il fut brusquement interrompu par le professeur Borek Vargas, qui semblait des plus contrariés. Le sénateur insista lourdement pour voir le capitaine immédiatement, se plaignant d'un retard sur l'itinéraire prévu. Le capitaine Josh ne pouvant lui répondre, Kenta tenta de le faire, lui précisant que l'itinéraire initial aurait détruit le vaisseau en passant par une zone des plus dangereuses. Borek Vargas fit irruption dans le cockpit, son apparence débraillée encore plus prononcée qu'à son arrivée à bord. Ses yeux, habituellement perdus dans ses pensées, étaient écarquillés par la panique, sa voix vibrante et tendue. Le vieil homme sembla totalement terrifié, prenant dans un premier temps Kenta pour une IA. La souris a fini par intervenir, lui montrant son frère sur un écran, en lui expliquant qu'il était en partie organique. Cette fois, le pauvre homme semblait totalement horrifié à la vue des images qu'il avait sous les yeux. Josh tentait de calmer le professeur, ou tout du moins, de l'apaiser, essayant de comprendre ce que le vieil homme voulait dire. Mais Carl interféra à son tour. Son calme contrastant fortement avec l'énergie frénétique du sénateur Vargas. « Expliquez-nous ce qu'il se passe. » Le chancelier pointa un doigt tremblant vers la console de navigation, ses paroles se bousculant de manière erratique. Carl se moquait du vieil homme. « Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend absolument rien de ce que vous dites. » Le professeur Borek Vargas était fou de rage devant tant de mépris du danger lui paraissant imminent. Le voile. On est trop proche de sa zone d'influence. Nous aurions dû déjà être de l'autre côté. Vous avez interrompu le plan de vol que j'avais calculé. Votre abomination a tout gâché. Des années de calcul et de sacrifice. Peut-être notre unique chance. Tout mon travail pour prévoir ce phénomène est fichu. Tout est perdu à cause de cette chose. Vous nous avez condamnés. Vous venez sans doute de condamner l'humanité tout entière. Les divagations du professeur étaient une chose, mais la peur dans ses yeux était impossible à ignorer. Vargas prit une inspiration tremblante, essayant de retrouver un semblant de calme. Le voile. C'est une intelligence artificielle, mais pas comme vous pouvez le comprendre. Il ne pense pas comme nous le comprenons. Il existe dans un royaume au-delà de notre compréhension, un royaume d'information pure. Et il apprend. Il s'adapte. Il veut fusionner avec tout. Ses paroles restèrent suspendues dans l'air, lourdes d'une terreur indicible, jusqu'à ce que Carl explose de rire. Et c'est moi qu'on traite de cinglé. C'était quoi le plan, professeur? Finir pulvérisé en franchissant le voile. Et pour faire quoi? Sauver le monde? Vous êtes complètement fou. Après qu'il eut suffisamment agacé le professeur, en remettant en question ses motivations et son état mental,
Celui-ci décida de prendre de force le contrôle du Nebia grâce à un protocole impérial installé de fait sur tout bâtiment civil ou militaire, afin de pallier une nouvelle émergence d'IA rebelle. Cette tentative avait surtout pour but la destruction de Kenta, qu'il estimait être une menace et un obstacle à sa mission. Avant que quiconque puisse répondre, une alarme assourdissante résonna dans tout le vaisseau, les plongeant dans l'obscurité. Jamais la souris n'aurait pu laisser le vieil homme s'en prendre à son frère. Elle débrancha le transpondeur en plein vol, quitte à mettre tout le bâtiment en péril. La gravité artificielle se désactiva un court instant. Le vaisseau a alors subi une brutale décélération, projetant violemment en avant Aaron, Laura et le professeur. N7 et N26 étant solidement arrimés au sol grâce à leurs puissantes bottes magnétiques. Jock, Carl et la souris s'étant à l'avance agrippés à ce qu'ils pouvaient. N26 réussit à saisir Laura par la taille et N7 a chopé Aaron par le bout du pied avant de le ramener au sol. Le professeur, lui, n'a malheureusement pas eu cette chance. Lorsque la gravité artificielle se réactiva, il alla s'écraser sur l'un des panneaux de contrôle avant de rebondir avec fracas sur le sol pour finir par se cogner le crâne sur l'une des consoles de commande. Le vieil homme gisait maintenant dans une immense flaque de sang. Le silence soudain était assourdissant. Le bourdonnement familier des moteurs du Nebia, le ronronnement réconfortant qui avait été leur compagnon constant, avait disparu, remplacé par un calme inquiétant. L'éclairage de secours s'alluma par intermittence, projetant de longues ombres étranges à travers le cockpit. Josh hurla. « Carl Soha, rapport !» Les moteurs étaient en panne. La coupure avait dû faire des dégâts. Les tubes à induction interféraient avec le noyau énergétique. Kenta, la navigation et la propulsion étaient totalement hors ligne. Ils étaient bloqués en milieu de nulle part à la merci du vide. La souris réactiva le transpondeur pour relancer tous les systèmes du vaisseau. La panique menaça de l'engloutir un instant, n'ayant plus de signe de vie de son frère. Mais Kenta avait survécu. Cependant, le Nebia était désormais privé de propulsion et se trouve en plein milieu de la trajectoire d'un champ de débris qui les frappera d'ici moins d'une heure. Ils étaient paralysés, à la dérive dans le vaste vide de la ceinture. Alors que le professeur est emmené à l'infirmerie par sa fille, Aaron et les Titans, l'équipage se rend compte qu'ils vont devoir faire face à un nouveau défi. Ignorant le danger qui les menace, sur un lit du bloc de soins, le professeur Borek Vargas confiera les secrets de sa vie à sa fille et au jeune Aaron Lucas. Le professeur Borek Vargas, père du docteur Laura Vargas et mentor du jeune Aaron Lucas. Visiblement, ce n'était pas l'homme qu'il paraissait au premier abord. Il n'avait pas toujours fait partie de l'ordre comme on pourrait le croire au vu de son statut très important au sein de celui-ci. Il a débuté sa carrière en tant qu'élève officier scientifique au sein d'une académie militaire du consensus. C'est là qu'il rencontra pour la première fois Sofia Vargas, la mère de Laura, qui, elle, était déjà professeure, mais aussi la fille du vice-amiral de la flotte des chevaliers de l'ordre du Saint-Exil. Le chevalier suprême Matisse Jorel Vargas, commandant du supercroiseur l'Abnégation, pressenti pour prendre la succession de son ami et mentor Jonas Kalida à la tête de l'ordre du Saint-Exil, comme ce fut le cas pour le commandement du supercroiseur. La guerre froide que l'on avait nommée Troisième Incursion et qui durait déjà depuis près de 300 ans entre l'ordre et le consensus, poussant ces derniers à la création des Titans, n'avait déjà plus vraiment de fondement. Le consensus avait fini par admettre l'existence d'un contre-pouvoir qu'il ne pouvait, de toute façon, d'ores et déjà plus museler. Sofia représentait à elle seule le trait d'union de cette période de paix en enseignant dans une académie impériale. Après ses classes, Borek Astria, ne s'appelant pas encore Vargas, a servi sur le Talion, un croiseur expérimental scientifique de combat du consensus. C'est là qu'il s'est mis à étudier le voile. Il s'est très vite rendu compte des similitudes entre sa structure et celle des intelligences artificielles utilisées à l'époque dans tous les domaines de la vie courante, aussi bien pour les applications militaires que civiles. Mais personne ne le prit au sérieux au sein de sa hiérarchie. Il s'est retrouvé à servir en tant que simple technicien dans un minuscule atelier de ce gigantesque vaisseau. Sans cri et gare, débuta alors la 4e incursion. Ce fut le plus terrible événement que l'humanité dut surmonter, provoquant sa quasi-extinction. Ce fut celle des machines. En une seule nuit, tout l'Empire était passé sous le joug de l'ennemi.
L'IA était impitoyable, transformant toute forme de vie organique en bloc de stockage de données, avec un procédé des plus cruels. Seul Titan ne semblait pas avoir été affecté par l'attaque surprise des machines. Les Titans ont pu ainsi offrir à l'humanité une possibilité de riposte, mais aussi permis aux rescapés de trouver refuge dans leurs nombreux postes avancés, permettant à des vaisseaux comme le Talion d'évacuer des survivants vers des zones sécurisées à travers tout le système. C'est au milieu de ce violent conflit que ces recherches ont fini par atterrir sur le bureau du capitaine du vaisseau, le subcommandeur Davina Kepler. Sans qu'il comprenne vraiment pourquoi, il fut nommé directeur du plus grand labo du vaisseau, bien que ses recherches ne soient pas une arme. Lors de l'une de ses nombreuses missions de sauvetage de réfugiés, le Talion fut rappelé d'urgence sur Telluria, la planète mère de l'Empire, pour évacuer une délégation prioritaire. À la surprise de l'équipage, il s'agissait de 3 membres de l'ordre du Saint-Exil. Une femme sous son grand capuchon et 2 chevaliers parmi les plus puissants et réputés de leur époque. Le patriarche Valérog et son disciple, le patriarche Darkhan, qui prendront successivement la tête de l'ordre et de l'Empire. La femme sous son capuchon qu'ils escortaient était une scientifique, mais aussi son ancien professeur, Sofia Vargas, la mère du docteur Laura Vargas. La première nuit de l'offensive des machines, Sofia avait tout perdu, son mari et son fils unique, incubés par l'IA. Dès lors, avec une petite équipe, elle cherchait un moyen de libérer les captifs de leur sort. Les travaux de Borek et les siens étaient complémentaires. Durant 4 ans, à bord du Talion, à la bordure du voile, ils ont travaillé ensemble sur une solution. Il n'était plus son élève mais son collaborateur, son ami, et avec le temps sans doute un peu plus. Leurs travaux avaient fini par porter leurs fruits. Alors que le Talion naviguait au plus près du voile, ils ont réussi à sortir un petit groupe d'enfants de stase. Sofia eut alors un flash, une vision la mettant en garde de l'imminence de l'attaque, lui permettant ainsi de faire le lien entre le voile et l'IA. Passant outre la chaîne de commandement de l'Alliance, elle fit intervenir son père sur zone à bord de l'abnégation, afin de protéger ses données. Les 2 vaisseaux furent détruits en quelques instants par une irruption fulgurante du voile, ne laissant quasiment aucun survivant hormis Sofia, ses 2 chevaliers, Borek et 3 autres membres d'équipage du Talion, à qui le consensus allait réserver un sort peu enviable, afin de les garder sous silence. Sofia fit ingénieusement déserter Borek en le faisant passer pour un civil, lui évitant ainsi de connaître le même destin tragique que ses camarades du consensus. Dès lors, Borek fut recueilli par l'ordre du Saint-Exil et fut contraint de changer d'identité. Autant le chevalier Valérog lui paraissait être un homme pieux, droit et honorable, autant son disciple, le chevalier Darkhan, lui a toujours paru être un fourbe. Il avait beau être fourbe, ses compétences étaient pour le moins utiles, en tout cas, il l'eût cru dans un premier temps. Il l'a d'abord aidé à se forger une identité au sein de l'ordre du Saint-Exil, en l'incorporant à l'arbre généalogique des Vargas en tant que cousin éloigné, ce qui permit à Sofia et Borek de se marier, et le docteur Laura Vargas est né de cette union. Mais Darkhan n'en avait pas fini avec eux. Pour consolider ses positions et maintenir son statut, le patriarche Valérog avait besoin du soutien de la famille Vargas. Sofia méprisait la politique hypocrite menée par ces 2 hommes. L'un prônant la paix, l'autre semant les graines de la discorde et de la haine dans les colonies, en soutenant, en secret, des hommes comme le colonel Sakharov, et ce, même bien avant le début de la 5e incursion. Jamais elle n'aurait pu s'associer à eux, surtout qu'elle avait d'autres préoccupations en tête. Darkhan eut alors l'idée de faire entrer Borek Vargas au Sénat pour représenter les intérêts de son maître et de l'ordre dans les colonies. La 4e incursion ne tarderait plus à prendre fin grâce au sacrifice du leader des Titans et de ses 3 meilleurs lieutenants lors d'une mission suicide pour stopper l'IA. Ce conflit avait beau être terminé et les machines vaincues, pour elle, rien n'était fini. Sa mission restait la même, sauver les gens de l'incubation. Leur sort ne semblait plus intéresser personne. Après la guerre, la responsabilité de la destruction des 2 plus puissants vaisseaux de l'Alliance aurait dû être assumée par Sofia et l'ordre du Saint-Exil. Mais celui-ci, ayant grandement gagné en influence politique, avait très facilement fait étouffer l'affaire. La version officielle, aucun membre de l'ordre n'était jamais monté à bord du Talion et l'Alliance avait bien autorisé le sauvetage. Par conséquent, la responsabilité de ce désastre devait être assumée par l'ensemble de ses membres, affaiblissant encore davantage la crédibilité du consensus et des corporations au profit de l'ordre du Saint-Exil.
En coulisses, de sévères sanctions furent prises à l'encontre du chevalier suprême Matisse Jorge L. Vargas. Il fut destitué du commandement de l'abnégation à titre posthume. Il fut totalement effacé des annales de l'histoire de cet illustre bâtiment. Sofia, quant à elle, avait été totalement discréditée du monde scientifique. Plus personne ne voulait travailler avec elle, même pas le plus petit laboratoire de la ceinture. Puis, les premières insurrections ont commencé. Les colonies se sont organisées en une véritable armée, bien loin de pouvoir égaler celle du consensus ou des titans, mais suffisante pour faire durer indéfiniment le conflit de la 5e incursion. Plus les affrontements étaient violents, plus Borek Vargas gagnait en popularité, plus l'ordre du Saint-Exil gagnait de partisans dans les deux camps. Sofia était désespérée. Elle ne comprenait pas comment des titans pouvaient être déployés contre des populations civiles. Chaque soir, en rentrant du Sénat, Borek Vargas avait peur de la retrouver morte de chagrin. Mais Sofia était plus forte que ça. Elle prit la décision de continuer ses travaux seule et en secret, sur la lune de Io. Elle avait affrété un vaisseau, le Cisco. Elle avait engagé un jeune ingénieur du nom de Thomas Thorne pour modifier et renforcer drastiquement ce même croiseur désaffecté de l'Union des colonies. C'est le même Thomas Thorne qui fut le seul, quelques années après la guerre, à réussir l'exploit de traverser le voile et d'en revenir. Grâce à un prototype de sa conception, mais en y laissant la vie. Depuis, a lieu tous les ans, un festival où s'affrontent les pilotes les plus chevronnés, défiant la mort en surfant sur le voile. Quoi qu'il en soit, quand tous ces préparatifs ont été terminés, en plein pendant les combats dans les zones de Io et de Cérès, Sofia est partie pour le voile avec une centaine d'enfants incubés de la ceinture. Le vaisseau est passé à travers sans problème, puis a disparu corps et biens. Une fois de plus, Sofia Vargas mettait en danger les intérêts politiques de l'ordre du Saint-Exil, en ayant agi sans se soucier des conséquences et répercussions possibles. Quand Darkan l'a appris, il intima à Borek de faire passer ça pour un suicide. S'il avait dit la vérité, il n'aurait fait qu'aggraver les choses. Nous étions quasiment à la fin de la 5e incursion. L'intensité des combats s'était grandement réduite. Même les titans commençaient à rechigner à mener des opérations contre des populations civiles. Le consensus et les corporations allaient s'effondrer, et le Saint-Exil devait redresser l'Empire. Un scandale dans un moment pareil aurait pu tout remettre en cause. Au moment où l'ordre devait prendre le pouvoir, que se serait-il passé si les gens avaient appris qu'une de leurs scientifiques faisait des expériences sur des enfants de la ceinture? Les gens n'auraient retenu que ça, et l'anarchie aurait pu se poursuivre encore longtemps. Sofia n'aurait jamais voulu ça. Alors Borek a menti, encore, pour protéger l'ordre et la mémoire de sa femme. La 5e incursion a été un nouveau véritable bain de sang, jusqu'à ce que l'ordre du Saint-Exil, et principalement le Saint-Patriarche Valérog, y mettent fin. Forçant la main du consortium et des dirigeants corrompus de l'Empire à abdiquer le pouvoir et à arrêter toutes les hostilités contre les insurgés, mettant fin, il y a 7 ans, au conflit avant de reprendre les rênes du système. Malheureusement, son décès, il y a peu de temps, a laissé un grand vide. Son disciple, le Saint-Patriarche Darkan, est un homme bien plus sombre. Le sénateur Vargas s'en est toujours méfié. Il disait de lui que son âme et ses desseins ont toujours été aussi obscurs que les confins des abîmes du cosmos. Le Saint-Patriarche Darkan n'a jamais fait confiance à Titan, comme s'il avait toujours eu connaissance des circonstances de la fin de la 4e incursion, comme si lui aussi connaissait la vraie nature du voile. Pourtant, après sa prise du pouvoir, il a laissé le champ libre aux titans de la ruche mère de l'Essaim pour agir en toute autonomie et en toute liberté, sans aucune ingérence de l'Empire. Il prend cette chose pour une entité sacrée ou divine. Il a des informations sur le voile et les anciens qu'il ne veut pas divulguer. Il cache la vérité. Il n'a jamais cru que Titan avait gagné la guerre. Il pense que les machines se sont arrêtées d'elles-mêmes. Depuis qu'il est au pouvoir, il ne fait qu'élargir la zone d'interdiction autour du secteur de la zone neutre. Il a fait tout ce qu'il a pu pour discréditer Sofia, et depuis qu'il n'a plus besoin de Borek, il cherche à le faire crouler sous la paperasse administrative afin de le clouer au Sénat derrière un bureau. Depuis la disparition de Sofia, seul le patriarche Darkan et Borek Vargas savent la vérité sur les événements qui ont conduit à la destruction des 2 plus puissants vaisseaux de l'Alliance et sur la vraie nature du voile. C'est dans ce contexte qu'accompagné de sa fille et de son escorte de titans, il entraînera Aaron Lucas dans son périple,
engageant le capitaine du Nebia afin d'affréter son vaisseau sur ses propres fonds. Le but de cette mission, voir l'autre côté du voile et comprendre son fonctionnement pour éviter un nouveau désastre. Subitement, le capitaine Jock apparut par le hublot du sas de l'infirmerie, les yeux emplis de panique. Depuis le bloc de soins, le professeur Borek Vargas, Laura, Aaron et les Titans n'avaient aucun moyen d'avoir connaissance du danger imminent pesant sur eux et sur le vaisseau. Laura s'approcha de la porte et eut à peine le temps de l'ouvrir que Josh se jeta sur elle. Il lui expliqua rapidement l'urgence de la situation. Le Nebia se trouvant sans propulsion au milieu d'un champ de débris sorti de nulle part. Théoriquement, les collisions avec des débris dans le vide spatial sont très peu probables. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose les leur avait catapultés droit dessus. Sur le pont, entre effroi et stupéfaction, l'équipage cherchait encore une solution alternative. Kenta analysant froidement les données, Soa les yeux rivés sur ses capteurs, mais Carl semblait déjà avoir une idée en tête. Un plan d'évacuation d'urgence qui allait pouvoir sauver le bâtiment, mais qui allait nécessiter des compétences chirurgicales de pilote, des réflexes et un instinct que seul lui était censé posséder. Il en avait fait part à Jock avant que le jeune homme ne descende à l'infirmerie. Sa solution? Évacuer tout le monde à bord du Rukia. Il utiliserait les propulseurs de la navette pour d'un côté éloigner le vaisseau de la trajectoire des plus gros débris. Le Nebia et Kenta pouvant encaisser quelques dégâts, mais pas avec l'équipage à son bord. Les dangers liés aux impacts seraient trop importants selon l'analyse de ce dernier. Et de l'autre côté, mettre l'équipage à l'abri. Le risque? Dans tous les cas, des dégâts structurels plus ou moins importants. Si la poussée est trop forte, le Nebia partira en vrille dans l'espace sans que Kenta ne puisse réparer la propulsion, ni que la navette ne puisse s'arrimer à nouveau dans un délai raisonnable, entraînant une longue mort par asphyxie pour tout le monde. Si la poussée est trop faible, le Nebia ne s'écartera pas assez, le vaisseau sera percuté de plein fouet et sûrement totalement détruit par le champ de débris, les laissant à la merci du vide dans une navette n'ayant pas l'autonomie de rejoindre le moindre secteur habitable. Arrivé devant l'infirmerie, le capitaine Josh se rendit vite compte qu'il allait avoir un nouveau problème. Le professeur Borek Vargas était intransportable. Non seulement il n'aurait jamais pu les suivre, mais vu son état, il aurait été incapable d'enfiler une combinaison. Il allait devoir rester dans le bloc de soins. Après tout, c'était sans doute la zone la plus sûre du vaisseau. C'est là que se trouve ce qu'il reste de Kenta, sauf que lui est bien à l'abri dans sa chambre de confinement, dans un champ magnétique élargi autour d'un tube de verre blindé rempli de biogel dans lequel il est plongé. Cette pièce était assez sécurisée pour que le professeur s'en sorte. Cependant, une fois que le reste de l'équipage fut à bord de la navette, ils étaient loin d'être tirés d'affaire. Le Rukia refusa de se décrocher du Nebia. La commande automatique ayant été endommagée par les premiers micro-débris qui frappaient déjà les deux vaisseaux. Seule la commande manuelle pouvait maintenant libérer la navette. La commande se trouvant bien entendu de l'autre côté du sas. L'ouverture de celui-ci pour y accéder entraînerait la décompression totale du vaisseau et la mort instantanée du professeur. De plus, celui qui activerait la commande manuelle sera fatalement carbonisé par les propulseurs du Rukia quand Carl mettra les gaz pour éloigner le Nebia des débris et mettre la navette en sûreté, pulvérisant le sas de décompression au passage. N7 se leva pour agir, mais Carl le stoppa net. Son sacrifice serait aussi stupide qu'inutile, et il n'empêcherait pas la mort du vieil homme. Il précisera aussi que la commande manuelle ne se trouvait qu'à une dizaine de mètres à peine de l'infirmerie. À ce stade, le professeur prit très vite la mesure de la situation. Il a rapidement compris que dans tous les cas, il était condamné. Il avait le choix entre laisser mourir dans cette navette, sa fille, ses rêves de savoir, ses espoirs de rédemption et de disparaître avec eux, comme le lâche qu'il a considéré être toute sa vie, ou bien agir. Ignorant la douleur, il se redressa sur ses deux jambes pour s'engager dans l'étroit couloir menant au sas. « À votre signal, capitaine. » Jock prit une grande inspiration, se préparant à ce qui allait arriver. Laura était désespérée. Il jeta un coup d'œil à son équipage, voyant la peur dans leurs yeux, mais aussi la détermination qui lui donna le courage de murmurer « Allez-y ». Vargas frappa la console de sa main, et le vaisseau trembla violemment, baigné d'une lumière éblouissante. Une lumière aveuglante, omniprésente et oppressante. Les propulseurs s'allumèrent. Sous la pression, la coque métallique hurlait pliée par la contrainte alors que les moteurs du Rukia étaient poussés à puissance maximale.
L'accélération fut phénoménale. Puis, le silence. À bord du Rukia, Karl cligna des yeux, sa vision revenant lentement. Jock était enfoncé dans son fauteuil de commandement, le corps endolori. Il regarda autour de lui, le cœur battant à tout rompre. Laura et Aaron étaient affalés sur leur poste, inconscients mais vivants. La souris reprenant doucement elle aussi sa respiration. Les titans, toujours impassibles et stoïques. Sur le Nebia, le pont était en ruine, les consoles produisaient des étincelles et fumaient, des débris étaient éparpillés partout. Le professeur était introuvable, et puis il le vit. Vargas. Le professeur était là, flottant dans le vide, le corps tordu dans un angle anormal, les yeux fixant l'infini d'un regard absent. Il était parti. Mais même dans la mort, il y avait une étrange sérénité sur son visage, un sentiment de paix que Karl ne pouvait pas tout à fait comprendre. Le champ de débris avait disparu, s'était volatilisé sans laisser de traces. Le corps du professeur flottant entre les deux vaisseaux, le voile s'étendant à l'infini derrière le Nebia. C'est là que l'impensable se produisit. Le vaisseau a disparu d'un seul coup, et à sa place, un tourbillon pulsant d'une étrange lumière surnaturelle. Le voile. C'était magnifique, terrifiant. Une vaste tapisserie de lumière et d'énergie, changeante et mouvante, un kaléidoscope de couleurs qui défiait toute description. Et en son cœur, ils pouvaient tous le sentir. Une conscience, étrangère, immense. Et elle était consciente de leur présence. Ils pouvaient sentir ces vrilles s'étendre, sonder leurs esprits, essayant de démêler leurs pensées, leurs souvenirs, leurs essences mêmes. Ils avaient le choix. Ils pouvaient se battre, essayer de résister, mais ils savaient que ce serait futile. Le voile était trop puissant, trop vaste. Ou ils pouvaient se rendre. Permettre à cette entité de les prendre, de fusionner avec eux, de ne faire plus qu'un. Karl baissa les yeux sur le corps sans vie de Vargas, et il sut ce qu'il devait faire. Il ferma les yeux, prit une grande inspiration et ferma son esprit. Il sentit le voile s'écouler en lui, tenter de le remplir, de le consumer. Et puis, tout devint blanc. Pendant ce temps, Laura remua, ses yeux papillotants. Elle gémit, la tête battant, et lutta pour s'asseoir. Elle regarda autour d'elle, son cœur se serrant en voyant le corps de son père. Alors que tout l'équipage semblait comme hypnotisé, Karl, les mains serrées sur les commandes, semblait plus déterminé que jamais. Il se tenait là, dos à elle, le corps baigné par la lumière surnaturelle du voile. Mais quelque chose était différent. Une puissance émanait de lui, une aura d'énergie qui lui donnait la chair de poule. « Karl, murmura-t-elle, la voix tremblante. « Qu'allez-vous faire ?» Il se retourna, un sourire de dément sur le visage. Mais ses yeux étaient maintenant redevenus froids et calculateurs, comme des éclats de glace. Et sa voix, lorsqu'il parla, lui fit froid dans le dos. Il est temps d'en finir. Il était hors de question de repartir d'ici sans Kenta et le Nebia. Il remit les gaz, ses moteurs reprenant vie, sa destination, inconnu son but des plus clairs, plongé à son tour dans le vortex du voile.